Comptant plus de 4 millions d'habitants repartis sur une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés, ce pays, carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, multiplie ses actions dans le cadre de son développement économique, social et culturel. Focus sur la réélection du président Mohamed Ould El Ghazouani et les politiques économiques et sociales visant l'accélération du développement de la Mauritanie dans cette nouvelle édition de l'interview qui reçoit Monsieur Sid Ahmed Ould Mohamed, ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur le ministre. Merci, madame. Le président Mohamed Ould El Ghazouani conduira pour la seconde fois les destinées de la Mauritanie. Et il est à rappeler que le président a été réélu à 56,12% des voix, selon les résultats de la CNI, en tant qu'ancien coordinateur national de la campagne du président. Que représente pour vous cette réélection? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier. Donc, c'est vrai, comme vous venez de le dire, le président vient d'être élu en suffrage de 56,12%, donc, qui exprime la majorité des voix des Mauritaniens qui l'ont accordé une deuxième chance pour conduire le pays. Je trouve que c'était une belle victoire, une victoire rationnelle, une victoire qui démontre la transparence et la volonté de ceux qui étaient en course contre les candidats de position de jouer, d'appliquer les règles de jeu et d'avoir seulement ce qu'a donné le peuple mauritanien, loin de toute pratique irrégulière. Donc pour nous, c'est la joie. On a fêté notre victoire. On savait, à travers les meetings qu'organisait notre candidat dans les 12 régions du pays, qu'on allait gagner, mais on ne savait pas à combien, parce qu'il faut attendre les résultats et tout cela, mais on était rassurés. On a doublé les efforts, on a touché toutes les zones qui n'étaient pas favorables à nous, on a pu drainer de nouveaux électeurs dans les mêmes endroits dans lesquels on était bâti en 2019. Donc je pense que c'était une belle victoire, c'était une victoire qui n'a pas été tachée par quoi que ce soit, qui a aussi eu un témoignage au niveau international. Le président élu vient d'être félicité par l'ensemble de la communauté internationale et les différentes organisations internationales aussi. Il y a eu aussi cet événement triste qui a un peu entaché justement la fin de cette élection, notamment avec la perte en vie humaine de trois Mauritaniens. Quelles leçons tirer de cet événement? Malheureusement, depuis 2019, on assiste à des secousses post-électorales, si j'ose dire. Donc, cette fois-ci, on a eu ce secousse aussi qui a conduit à la mort de quelques jeunes dont je regrette beaucoup. J'ai saisi l'occasion de rendre hommage à ces jeunes-là, à leurs familles, donc en leur présentant mes condoléances les plus attristées. Alors, je pense qu'il y a un problème approfondi dans ou dans les dirigeants ou les candidats aux élections. Donc, il y avait eu des élections. L'issue normale, il y a un vainqueur, il y a un perdant. Donc, je ne comprends pas, à chaque fois, on essaye d'introduire d'autres éléments qui sont en dehors du jeu pour prouver quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, malheureusement, ce n'est pas un comportement démocratique. Donc, il faut accepter les jeux. Quand on accepte de rentrer dans un jeu, en acceptant les règles de ce jeu-là, on doit obligatoirement aussi accepter les résultats de ce jeu, sans faire recours à d'autres moyens qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas hygiènes, et qui peuvent conduire à des choses plus graves que ce qu'on vient de voir. Donc, quand il y a mort d'homme, ça veut dire qu'il y a de l'irresponsabilité quelque part. On ne doit pas oser inciter à la violence et à la fin, on est là, on dit qu'on est désolé. Donc, je pense qu'il y a une grande erreur de la part de ceux qui ont incité les gens de sortir. Les forces de l'ordre ont fait leur travail. Malheureusement, il y a eu des incidents qui ont conduit à ça. Mais je pense que la responsabilité est ailleurs.
Après un premier mandat qui a subi les affres de l'épidémie Covid-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine, le président réélu souhaite accorder une place de choix à l'emploi des jeunes, à la sécurité nationale et frontalière de la Mauritanie. Comment atteindre cet objectif, Monsieur le ministre? Voilà, je pense que le sens de la responsabilité chez son Excellence, Monsieur le Président, a fait qu'il doit penser aux grands défis de la nation. La sécurité en premier lieu, après il y a l'emploi des jeunes. Donc, on parle beaucoup de l'exode vers l'étranger, ça veut dire que les jeunes ont des problèmes de l'emploi, ils veulent construire leur vie. Donc il a fait de ça une priorité. Donc il a promis de créer une agence qui va un peu soutenir la jeunesse pour réaliser leurs rêves, pour créer des conditions de vie leur permettant de progresser au lieu de rester au chômage après avoir fini leurs études. Aussi, il y a la sécurité. Vous savez, dans la sous-région, il y a pas mal de problèmes sécuritaires, même au niveau de nos frontières. Donc, le premier vraiment défi pour nous, c'est de garantir l'intégralité de notre pays et aussi sa sécurité, bien que pendant les 5 années, le quinquennat passé, aucun incident sécuritaire n'a été enregistré sur le territoire mauritanien, grâce à la veille de son Excellence, le chef suprême des forces armées, et à nos forces armées aussi. Donc on va continuer dans ce sens, on va faire davantage d'efforts pour renforcer la sécurité de notre territoire et on va s'investir aussi dans l'emploi des jeunes. On va créer de nouvelles aires, de nouvelles opportunités pour les jeunes pendant ce quinquennat, Inch'Allah. Merci pour ces précisions, Monsieur le ministre. Tout comme plusieurs pays du continent, la Mauritanie est confrontée à des défis d'infrastructure. Quelles seraient, selon vous, les stratégies à mettre en œuvre pour relever ce défi infrastructurel dans le pays? Alors, vous avez dit dans votre introduction que la Mauritanie est un grand pays. Exactement. Fait plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est quelque chose que j'apprécie. C'est un élément pour moi positif. C'est vrai qu'on a des défis. Il y a peu de temps, Nouakchott, par exemple, comme ville, elle a été construite au début des années 60. Elle était une petite ville qui progresse lentement. Elle a connu une grande exode rural, ce qui a créé un déséquilibre au niveau urbain. Donc on essaye maintenant de mettre de l'ordre dans les choses. On est en train de développer de nouveaux outils d'aménagement territoire, d'aménagement urbain, des outils modernes qui vont nous permettre de cerner un peu la gestion de l'espace existant et aussi avoir des visions à long, moyen terme pour l'avancement et le développement de la ville. On est en train de travailler sur une stratégie de l'habitat qui va permettre de définir les grands axes de notre vision en termes de l'habitat. On est aussi en train de travailler sur les plans d'aménagement de différentes villes, créer des plans de lotissement, moderniser un peu les villes. Donc on travaille d'une façon très rapide et très accentuée sur ce qu'on appelle les quartiers précaires. Donc, on est en train d'essayer de créer de nouveaux aires et de nouveaux pôles d'intérêt dans les grandes villes, surtout Nouakchott et Nouadhibou. Donc ce qui va permettre à la fin, au bout du compte, de trouver de bons résultats, d'améliorer la vie de la population de ces villes. Donc, Monsieur le ministre, quels sont ces grands chantiers-là que vous avez déjà sortis de terre? Voilà, comme ce qui a été décrit dans le programme du quinquennat passé, c'était l'école républicaine. Donc il va falloir de construire des milliers de salles de classe pour offrir des places pour tous les enfants du pays. Donc on a déjà construit environ 4500 salles de classe, ce qui est énorme, c'est l'équivalent de 600 écoles complètes. Donc on est en train de travailler sur aussi l'enseignement supérieur. On vient d'achever un complexe universitaire. On est en train de construire des instituts technologiques. On est en train de construire des locaux, des ambassades de notre pays à l'étranger, des bureaux, etc. C'est pour donner une nouvelle image à notre administration et pour aussi créer un environnement de travail pour ceux qui travaillent de cette administration-là. Donc, grosso modo, on est en train de travailler sur des axes qui concernent l'enseignement, l'éducation et l'enseignement supérieur et technologique, et aussi sur l'administration et ses locaux. Voilà. Et concernant l'habitat, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui est en cours? Quels sont ces projets-là?
Pour l'habitat, donc on vient d'achever un quartier modèle, une extension de la ville de Nouakchott qui est destinée à offrir des terrains pour les gens qui habitaient dans ces quartiers précaires, les gens pauvres, je veux dire, avec des aménagements, des routes, des équipements publics et tout cela. Donc on vient d'achever ce projet qui devait accueillir à peu près 16 000 ou 17 000 familles. Donc on est en train d'aménager aussi les villes de l'intérieur, les 12 villes avec des plans de lotissement modernes. C'est un projet qui est en cours, qui devra s'achever dans quelques mois à venir. Donc voilà, on continuera à créer de nouvelles villes aussi pour aider à la sédentarisation dans les milieux ruraux et tout cela, et pour aussi limiter un peu le phénomène de sédentarisation anarchique qui demande beaucoup plus de moyens, qu'il faut créer, construire des écoles, amener de l'eau, de l'électricité. Donc on crée des villes et on amène tous les gens qui habitaient dans les petits villages éparpillés pour les mettre ensemble pour un peu réduire le coût de développement de ces zones-là et de ces populations. Merci pour ces précisions, Monsieur le Ministre. Au-delà des avantages liés à l'approvisionnement en hydrocarbures, la Mauritanie devrait bénéficier de nombreuses opportunités économiques rendues possibles par la vente du pétrole et du gaz. Quel impact le développement de ces projets pourrait avoir sur l'amélioration des conditions de vie des populations? Alors, je pense que ces projets-là auront un impact positif sur l'économie d'abord, et après, il y aura un impact sur la vie des gens, de la population. On a besoin de beaucoup de moyens pour développer le pays. Comme vous le savez, c'est un pays très grand, avec des grandes distances entre les villes. Donc, on aura besoin de construire plus des infrastructures, des routes, des universités, aussi s'investir davantage dans le développement de la vie de la population, la création de l'emploi, des opportunités, tout cela, et surtout le développement des infrastructures, parce que ça coûte très cher, vu les distances aussi entre nos différentes villes. On a besoin de construire des ports aussi pour un peu accélérer l'activité de la pêche et la moderniser. Donc, dans l'ensemble, on a besoin de beaucoup de choses. Nous pensons que le développement de ce projet vont augmenter nos ressources financières et bien évidemment, ce qui va avoir un impact positif dans tous les sens. Vu aussi qu'on a une population très petite, malgré que le pays est très riche, je crois que toutes les choses seront doublées à l'avantage de la population. En s'intéressant à la coopération régionale, à l'intégration régionale, quel est ce rôle-là que la Mauritanie joue dans l'intégration régionale, sous-régionale? Oui, je crois que la Mauritanie a une position géographique et politique dans la sous-région très importante. Elle fait le trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un pont entre ces deux zones-là. Je pense qu'elle peut jouer beaucoup de rôles socio-politiques, économiques. Donc, elle l'a toujours joué d'ailleurs, donc elle continue à les jouer. Donc, il y avait une vision qui devait renforcer les liens entre la CEDEAO et la Mauritanie à travers un accord de partenariat qui va permettre le libre-échange économique entre notre pays et ce pays, parce qu'il y a beaucoup des avantages. Aussi, nous pensons que l'Afrique de l'Ouest peut représenter un marché énorme pour notre pays et pour les pays du Nord qui doivent obligatoirement passer par nous, parce que, comme je viens de le dire, c'est un pont naturel entre ces deux zones-là. Donc il y a toujours des opportunités qui restent ouvertes entre notre pays et l'Afrique de l'Ouest. Et nous aussi, nous faisons partie de cette ère de l'Afrique de l'Ouest et on a beaucoup d'avantages communs entre ces pays, entre nous et cette zone-là qu'on va développer dans l'avenir, Inch'Allah. Monsieur Sid Ahmed Ould Mohamed, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci à vous, madame. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.